pour avertir qu'il y a une visite qui commence. Hop là. Oui, allez. Bon, donc bienvenue au boucher en Brenne. Le boucher doit son nom à une déformation du mot bosquet. Les gens de l'époque ne savaient pas prononcer bosquet, donc ils disaient boucher. D'ailleurs, vous avez beaucoup de lieux-dits en France qui s'appellent le boucher, hein, ou des maisons ou des châteaux. Alors vous êtes ici dans une ancienne forteresse médiévale, dont la partie la plus ancienne sont ces deux tours, 13e et 14e, 3e ou 14e, pardon, avec entre les deux un chemin de ronde qui subsiste, que vous ne voyez pas de ce côté, mais qu'on peut apercevoir en faisant le tour du château, si certains d'entre vous l'ont fait. Devant nous, devant moi, nous avons le grand donjon, 14e siècle, par lequel on arrivait. Vous avez peut-être vu les saignées, les traces d'un pont-levis de l'autre côté. Et ce pont-levis laissait place uniquement à un homme à cheval. C'est le seul moyen d'accès. L'entrée par laquelle vous êtes arrivé a été aménagée au 19e pour laisser passer les voitures à cheval, les calèches. En abattant un très grand mur qui montait certainement quasiment jusqu'en haut, au moins jusqu'au deuxième niveau de ce qu'on appelle les corbeaux, c'est-à-dire les pierres qui dépassent et qui soutenaient les galeries de bois. Et vous voyez des portes qui ont été murées, et ce sont des galeries qui correspondaient avec le reste du château. À droite du grand donjon, vous avez le petit donjon anglais parce qu'il a été construit par les Anglais pendant la guerre de 100 ans. Et puis, la tour de la chapelle. Derrière, vous avez il y a une petite chapelle qui n'existe plus, où on accédait par la porte, en partie murée, sur la fenêtre à gauche du puits. Le reste est du XVIIe siècle. Alors, la forteresse, comme vous pouvez le voir, a été démolie. On voit bien à droite du donjon. Ça a été démoli par les propriétaires de l'époque pour en faire une demeure de villégiature. Donc, vous avez bien deux styles différents, le style forteresse médiévale défensif, et puis villégiature beaucoup plus oisif, culture, beaucoup plus pacifique, dirons-nous. Le site a été habité depuis la période gallo-romaine, parce qu'on aurait retrouvé des pièces de monnaie de Louis le Pieux, donc du 5e siècle. Mais les premiers seigneurs du boucher identifiés ne le sont qu'à partir du 12e, 13e, avec la famille Sandbo, une famille poitevine. Et de là jusqu'en 1808, ce château a été transmis par mariage et par les femmes. Autrement dit, la famille Sandbo du Poitou a transmis par mariage le château à la famille de Naillac et de Radour, une famille du Blanc, laquelle l'a transmise à nouveau par mariage à la famille Tavot de Mortemer, famille du Poitou, et enfin à la famille Rochechouart de Mortemart au XVIe siècle, et qu'il a conservé jusqu'en 1808. Et en 1808, c'est Victor Hérault de la Véronne qui a racheté ce château, qui était un notable du coin, et qui est toujours, dont la propriétaire actuelle est une descendante. Au-dessus de la petite porte, là, de la tour du donjon anglais, c'est les armes des Tavot de Mortemer. Et au-dessus, là, de cette porte principale, ce sont les armes des Rochechouart Mortemart. Dans la niche qui est vide, on pense que c'était ou bien une statue de Jeanne d'Arc, ou bien une statue de Saint-Front. Saint-Front, c'était un évêque de Périgueux, à qui était dédié le château. Alors donc le château est construit à même le rocher, sur le plus haut terrier ou le plus haut buton, comme on dit dans la région. Et vous voyez que c'est du pierre rouge qui est typique de la Brenne, c'est du grès ferrugineux, parce qu'il contient du fer qui rouille, qu'il a cette couleur rouge.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, on va rentrer. Escalier d'honneur qui montait au grand salon. Donc là, mais là, il n'y a plus de grand salon. Et c'était la tradition au XVIIe de faire les pièces de réception au premier étage. Vous avez remarqué que l'escalier n'est pas en face de la porte d'entrée. Pourquoi? On n'en sait rien, mais c'est une anomalie. Vous pouvez admirer la charpente, qui est une charpente en coque de bateau renversée. Bon, c'est assez classique, hein, mais elle est très belle, surtout qu'elle fait toute l'aile. Et elle est en bon état. Et vraisemblablement, les Mortemart, donc la famille qui avait entrepris tous ces travaux de transformation, voulait faire un deuxième étage, parce qu'il y a de l'autre côté de ce mur un plancher et des débuts de fenêtres. Mais vraisemblablement encore, ils ont été stoppés pour des raisons financières. Sinon, ils voulaient faire quelque chose de monstrueux, très grand. Bien faire, on fait les pratiques comme ça. Bon, donc nous sommes sur la terrasse, donc un symbole du XVIIe avec ses balustres. Vous voyez, c'est beaucoup plus avenant, c'est beaucoup plus pacifique que la forteresse médiévale de l'autre côté. Donc derrière nous, nous avions donc ce fameux grand salon. Et pour les gens qui ont visité il y a quelques années, peut-être 10-15 ans, je ne me rappelle plus exactement, les fenêtres étaient murées. Et ils étaient murés à cause de l'impôt sur les portes et fenêtres qui avait été décrété à la Révolution. Et la propriétaire les a fait démurer, je vous dis, il y a entre 10 et 15 ans, je ne me rappelle plus exactement. Ce qui donne un air un peu moins sévère. Alors la mer Rouge. La mer Rouge, c'est le plus grand étang de la Brenne qui doit faire, quand il est en pleine eau, 160 hectares. Il était appelé la mer Rouge en souvenir des croisades. C'était un des seigneurs du boucher à Maurice-en-Beau qui, revenant d'une croisade, trouvait que son étang, parce que c'était l'étang du boucher avant, son étang ressemblait à la vraie mer Rouge, avait la même forme allongée. Donc ce n'est pas une histoire de couleur, hein. Une histoire de forme. Donc cet étang est pêché tous les ans, au mois de novembre, où on y pêche plusieurs tonnes de poissons, surtout des carpes et du brochet. Et il est vidé par un système d'intercommunication entre les différents étangs qui communiquent entre eux par une petite rivière qui s'appelle le Suin. Et donc on vide les premiers légèrement plus hauts, par un système de bonde que vous connaissez. Autour de nous, donc, nous avons les fossés, qui ne sont pas des douves, hein. Il n'y a jamais eu d'eau, parce que le grès ferrugineux est une pierre poreuse, et donc ne retient pas l'eau. D'une part, et puis d'autre part, le fait d'être en hauteur, on pense que ça ne pouvait pas, c'était très difficile de faire venir de l'eau. Donc de toute façon, c'était pas pensable, et en revanche, le château était défendu par un double système de murs d'enceinte. Donc vous pouvez apercevoir un mur, et si vous avez déjà fait le tour du château, vous avez marché sur une partie du mur. Et alors donc plus contemporain, vous avez là sur la gauche au fond les antennes du centre de télétransmission avec les sous-marins atomiques de René qui appartiennent à la marine. Vous avez devant nous la centrale de Civaux, où on voit les deux panaches de fumée. Loin, donc là c'est pas très net parce que le ciel est un peu bleu et clair. Bon, donc là nous sommes dans la salle à manger. Malheureusement, il n'y a plus beaucoup de meubles d'époque de valeur, dans la mesure où tous les beaux meubles ont été vendus en 1934. Les propriétaires de l'époque vivaient sur leur patrimoine et